Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Maralebia, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Le titre de l'émission, il est clair, les droits des libertés en Algérie, malheureusement on en parle maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, depuis 2019 notamment avec la sortie de ce Hirak, où ils sont nombreux à avoir été intimidés et nombreux à être passés derrière les barreaux, les droits des libertés en Algérie. Le Parlement européen sort le carton rouge, tout simplement une résolution qui a été votée, appelant les autorités d'Algérie à libérer notamment le journaliste Ihsan El Kadi et toutes les personnes détenues arbitrairement. On va y revenir dans le détail un peu sur les points essentiels de cette résolution. 558 votes, 536 pour. C'est cinglant, 4 contre, 18 abstentions. Donc avec nos invités, bien évidemment, on va revenir sur cette résolution. Ils vont nous donner leur avis, la situation en Algérie. Et puis avec cette mobilisation des députés européens qui représentent des États européens. Où sont ces États? Où est l'Europe notamment? Quelle puissance, quelle force? Pourquoi parfois cette timidité et cette absence des États européens lorsqu'il s'agit notamment de se prononcer dans leur pays? On reviendra sur les droits en général en Algérie, ce pouvoir qui apparemment démontre clairement, avec ce qui se passe en Algérie, mais surtout avec toutes ces ONG qui s'expriment, est-ce que cela ne démontre pas précisément et encore une fois clairement que le pouvoir algérien veut tout ficeler, museler, encadrer? Différents points avec nos invités. Sur le plateau, quel plaisir de les retrouver. Ensemble, Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Merci Chaban, bonsoir, merci. Je retrouve mon ami Idir, que je salue. Et je salue... Allez-y, vous pouvez. Et je salue Monsieur Saleh. Oui, effectivement. Idir Ounouron est avec nous, analyste politique. Bonsoir, cher Idir. Bonsoir Monsieur Chaban, merci pour votre invitation. Heureux aussi de te retrouver Brahim, mes amitiés à votre invité et je salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci, c'est vrai que cette révolution, elle a mobilisé, elle a créé, elle a fédéré des rapprochements, alors peut-être pas vous deux certainement, une amitié de longue date, mais en tout cas c'est aussi la force de ce Hirak. Il est avec nous, vous l'avez présenté, comment parler des droits sans inviter. Un militant politique, défenseur des droits de l'homme longtemps et encore aujourd'hui à la Ligue algérienne des droits de l'homme, malgré qu'elle a été dissoute. D'ailleurs c'est encore un exemple de ce pouvoir. Saïd Salhi, merci d'être avec nous. Bonsoir Azoul, merci à vous pour l'invitation, merci aussi aux invités et aux chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être là tous les trois. Dans un instant, on reviendra bien évidemment, ça vient de tomber. L'Algérie, l'Assemblée nationale dénonce l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie. Voilà, donc on va essayer d'en parler avec nos invités. Puis Algérie 54, voilà, une des seules presses, pour l'instant, la presse n'a pas réagi en Algérie, alors que peut-être dans un pays normal, plusieurs presses auraient réagi. Voilà ce que dit Algérie 54, éclaboussée par des scandales de corruption. Le Parlement européen s'ingère, encore une fois, dans les affaires algériennes. Brahim Younsi, on commence par vous. C'est cinglant, cette résolution. Une réaction? D'abord, la résolution, effectivement, est très sévère. Enfin, sévère, peut-être pas le mot. Mais en tout cas, elle dit la réalité du système et du régime et toutes les atteintes aux droits et aux libertés publiques. C'est clair et effectivement dans des mots assez forts. La réaction de l'Assemblée nationale algérienne, et je mets des guillemets, est un peu surprenante. Elle est surprenante dans la mesure où, il faut le dire, le Parlement européen ni ne s'ingère, ni ne s'immisce, ni ne fait d'intrusion dans les affaires intérieures algériennes. Pourquoi? Parce que l'Algérie est liée à l'Union européenne par des accords et des accords d'association. Et ces accords d'association prévoient que le pouvoir d'Alger respecte les libertés publiques. Il respecte la démocratie et cela est signé. De plus, il a signé la politique européenne de voisinage. Et la politique européenne de voisinage l'oblige
je dis bien l'oblige au respect des droits des gens, des droits de l'homme et de la démocratie, ce qu'il ne fait pas. Mais malheureusement, il faut le dire, c'est parce que c'est une réalité, l'Union européenne, dans sa résolution, effectivement, condamne sévèrement, appelle même les ambassades, les représentations européennes et étrangères en Algérie à demander un droit de visite aux prisonniers. C'est quand même la première fois cela que se fait. Mais malheureusement, le Parlement européen n'a pas de pouvoir d'exécution. On se posera cette question. L'acte d'exécution ne lui appartient pas. On se posera cette question, effectivement. Le 6e point incite les délégations de l'Union, vous l'avez dit, et les ambassades des États membres en Algérie à demander à avoir accès aux journalistes emprisonnés et à pouvoir observer leur procès. Mais on va se poser cette question, est-ce que là, on n'est pas spécialement dans l'ingérence? Est-ce que, voilà, selon vous, on peut faire ça? Est-ce que c'est une nécessité? Vous allez répondre juste derrière sur ce 2e point. D'abord, votre réaction, en plus vous faites partie aussi de certaines ONG, vous contribuez à Riposte International, réaction sur cette résolution? C'est une réaction qui est sévère, je pense que qui est même teintée d'un peu de violence, c'est un rappel à l'ordre qui est ferme concernant la politique et les violations des droits de l'homme qui sont récurrentes et quotidiennes en Algérie, pas simplement pour le cas emblématique de M. Hassan El-Khadi ou de Mustafa Benjama. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont en retard pour leur instruction et depuis longtemps. Enfin, ceci est une autre. Pour revenir à la déclaration du Parlement européen, vous avez pratiquement tout dit. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est la demande aux autorités algériennes de la libération immédiate et inconditionnelle d'Hassan El-Khadi, de toutes les personnes détenues et inculpées arbitrairement pour avoir exercé leur droit à la libre expression. Ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, Brahim l'a évoqué, la déclaration du Parlement européen, ce n'est pas une déclaration des États. C'est les peuples européens souverains qui ont élu leurs députés européens qui, avec des obédiences et des couleurs politiques différentes, elle n'est pas contraignante. Elle n'engage ni Madame von der Leyen, qui est présidente de la Commission, ni le Conseil qui regroupe les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Mais je trouve que c'est la 2e interpellation. Je voulais juste dire aussi, parce qu'il faut prendre ça en considération, qu'il y a un très grand lobby américain qui est spécialisé pour surveiller les libertés de culte et de conscience. Je l'avais dit là chez M. Gasmi, ils ont décidé de maintenir sur la liste de surveillance spéciale l'Algérie pour de graves violations de la liberté de religion. Il faut dire aussi que cette association, c'est un lobby extrêmement important et qu'elle est nommée par le président des États-Unis, les 2 dirigeants, les principaux dirigeants, le président du Congrès et le président du Sénat, et qui observe en règle générale la situation. C'est un rappel pour l'Algérie, et c'est peut-être une piste pour le détenu d'opinion cultuelle de M. Bouhafs, qui est un chrétien et qui a été extradé dans des conditions difficiles de Tunisie pour l'Algérie alors qu'il avait le statut de réfugié politique. Moi, cette déclaration, je la trouve précise, je la trouve, elle est dans un timing, elle va véritablement à l'encontre de la messe qui a été faite par le président Tebboune, ses collaborateurs et toute la presse nationale qui a bien voulu répondre à l'invitation. C'est excusez-moi d'être trivial, c'est une gifle au régime algérien. D'autant plus que c'est une résolution où on évoque Hassan El-Khadi, les autres journalistes, mais aussi on parle du Hirak, on met à l'honneur quelque part le Hirak, c'est-à-dire qu'il existe, et puis une résolution, un Parlement européen qui évoque toujours ces revendications. Alors c'est intéressant, je trouve, ce que vous disiez un peu sur cette assemblée qui ne représente pas spécialement les États, mais on va essayer de comprendre derrière en quoi ils peuvent apporter aussi, faire le relais dans leur pays, et quel est aussi leur moyen de pression. Alors on va écouter ici, on va revenir un peu sur cette discussion qui a eu lieu donc au Parlement européen.
The sentencing of Algerian journalist Hassani El-Khadi to 5 years in prison is obviously deeply concerning and indicates the direction in which Algerian society is going, far from the aspirations of the Hirak in 2019. 300 political prisoners of conscience, systemic dissolution of civil society organisations, the muzzling of the press, the arrests and intimidation, and none of this seems to be particularly bothering the European Union at all. Ishana El-Khadi's conviction on receiving funds for political propaganda and harming the state's national security is absurd and cannot stand. That's why we urge the authorities to amend security-related charges in the penal code used to criminalise the right to freedom of expression and to conform the law with international human rights standards. El-Khadi must be released, for we must not let the voices of journalists in Algeria be silent. Thank you. Algeria has a long way to go as far as media freedom and freedom of expression is concerned. We therefore believe that the Algerian authorities should, as a first important step in the right direction, release from prison the prominent journalist Issam El-Khadi and review in a positive, constructive way the cases of other journalists and media workers. Qui s'exprimait, il est avec nous, Saïd Salhi, rebonsoir. Vous êtes bien placé. Une réaction comme ça à chaud à une résolution qui évoque plusieurs points. Le Hirak, la liberté, les différentes libertés collectives, individuelles, les droits. C'est vrai que le titre de l'émission, ça aurait pu être droits et liberté en Algérie, droit des libertés, voilà. Réaction. Merci beaucoup. Alors juste pour la résolution d'aujourd'hui, moi je voudrais un peu rappeler qu'il s'agit d'une troisième résolution. On a eu déjà une résolution en 2019 en plein Irak, on a eu une deuxième résolution en 2020 et aujourd'hui il y a donc cette résolution qui est adoptée, il faut quand même le souligner, presque à l'unanimité. Et c'est presque un fait inédit par rapport à la situation de l'Algérie. Sur la question des journalistes, il faut aussi que rappeler l'Union européenne a déjà réagi quand il s'agissait aussi de l'arrestation de Drarni. Donc voilà, donc l'Union européenne a toujours été dans son rôle de suivi, d'interpellation quand il s'agit bien sûr des violations de droits humains, mais aussi des manquements aux engagements des États parties, notamment des deux États. Parce que moi pour mon avis, cette résolution ne s'adresse pas seulement au gouvernement algérien, elle s'adresse aussi aux États européens qui devaient aussi, qui sont aussi interpellés. Parce qu'il faut quand même rappeler que le Parlement européen est une des institutions européennes qui aussi incarne la souveraineté des peuples européens. Donc ça, c'est important de le souligner. Maintenant, par rapport à la résolution elle-même, je dirais ce que j'ai disais en 2019 et en 2020. Pour notre part, militants, organisations, défenseurs, cette résolution n'a repris que ce que disaient quotidiennement les militants, les organisations, les défenseurs, les médias. C'est des faits avérés, documentés, réels. C'est une préoccupation avant tout donc des Algériens. Donc le Parlement européen n'a fait que, à la limite, rendre visible plus cette situation inquiétante qui perdure maintenant essentiellement depuis l'avènement du Hirak de 2019. Cette résolution, elle n'a pas, bien sûr, de force, je dirais, juridique, mais là, une force morale. C'est une résolution importante. D'ailleurs, vous allez voir toute la réaction et toute un peu, je dirais, pas dans le microscope d'aujourd'hui. Du côté du gouvernement. On a déjà vu la réaction du Parlement algérien aujourd'hui et ça va être aussi... c'est mon fichier. Avoir encore d'autres réactions, des insultes, des accusations
on va crier à la main étrangère, on va crier à l'ingérence. C'est la même chanson qu'on entend et qu'on entendait déjà en 2019 et en 2020. Mais cela, pour nous, il n'y a pas d'ingérence, bien au contraire. Le gouvernement algérien est à la limite tenu par des engagements, tenus par des contrats, des conventions, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec l'Union africaine et aussi avec l'ONU. Il faut dire qu'il n'y a pas seulement l'Union européenne qui a interpellé, sinon qui a condamné l'Algérie. Enfin, quand je parle de l'Algérie, je parle du gouvernement algérien, mais il faut dire aujourd'hui qu'il y a une unanimité à l'échelle internationale, au niveau de toute la communauté internationale et même régionale, voilà, sur la situation des droits humains en Algérie. Quelques temps avant, on a eu donc les déclarations et les résolutions de plusieurs ONG, sinon tout le mouvement international et régional des droits humains, surtout à l'occasion de la dissolution de la LDH et de quelques organisations aussi de la société civile. On a eu la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et on a aujourd'hui la résolution du Parlement européen. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que le gouvernement algérien fait l'unanimité justement par rapport à cette situation, voilà, grave, voilà, qui inquiète, voilà, pas seulement le peuple algérien, mais voilà toute la communauté internationale. Merci Saïd Salhi. Oui. Voilà. Alors sur une autre question, je voudrais quand même revenir sur une question qui me semble importante. Il faut quand même rappeler que la résolution d'aujourd'hui devait être à l'ordre du jour le 20 avril passé. Cette résolution a été sabordée par un groupe parlementaire proche du gouvernement algérien. Voilà, finalement, le gouvernement algérien parle de l'ingérence. Moi, je les ai vus même au Parlement européen. C'est eux qui ont incité à l'ingérence pour saborder une résolution en faveur des droits humains en Algérie. Ils ont réussi le 20 avril passé vraiment à avorter cette résolution, mais aujourd'hui, vous avez vu que voilà, ils ne pouvaient pas faire taire la vérité. Ils ne pouvaient pas, à la limite, continuer à cacher les abus. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le retournement du manivelle. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Je reviens à vous, Saïd Salhi. On a encore un peu de temps. Une réaction de... Abonder un peu dans le sens de M. Salhi, qui dit que pour la dissolution de manière clandestine de la LDDH algérienne, oui, il ne faut pas oublier aussi la dissolution de la RAJ, l'association RAJ, où les ennuis qu'a eu le PST, les ennuis que traverse actuellement le MDS, suite aussi à la loi scélérate de la 87 bis, qui acte l'extinction de la vie publique, politique, associative et même académique du pays. Donc c'est dans un espace global qu'il faudra traiter la question. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, c'est une somme de dérives du pouvoir autoritaire d'Alger qui a emmené le Parlement européen à s'exprimer. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Parlement européen, c'est la souveraineté des peuples européens. Et Brahim l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle n'a pas force juridique, mais en tout cas dans le contexte où elle s'est exprimée, où elle a été votée, je pense que c'est une réussite pour toutes les associations dont je fais partie, Riposte Internationale, qui a toujours été au cœur du combat et qui a fait 2 missions de plaidoyer. Elle a rencontré une quinzaine de députés européens au mois de février dernier et qui a participé un tant soit peu justement à ce que ça fasse consensus au sein des députés européens. Ouais, dans la continuité, avoir peut-être un peu votre point de vue, votre réaction. Effectivement, ça représente les peuples. Ces députés, ils sont élus par les peuples. En tout cas, selon effectivement l'organisation des élections à l'intérieur de ces pays. Mais en quoi ces députés ne jouent pas un rôle? C'est assez discret, c'est cette crise géostratégique. C'est en quoi ces députés sont silencieux, discrets lorsqu'ils rentrent dans leurs États pour dénoncer ce qui se passe. Il faut attendre à chaque fois le Parlement européen ou l'ONU. J'ai pas compris la question. Ces députés qui constituent donc le Parlement, ils représentent leurs États quelque part, puisqu'ils ont élu. Pourquoi? Parce que quand ils sont notamment au sein de leurs États, dans leur pays, il y a eu cette timidité, même ce silence même. Il y a quelques députés en France. Oui, parce que les institutions nationales engagent les États.
d'une certaine manière. Vous imaginez que l'Assemblée nationale française prenne ce type de résolution Mais pourquoi pas? ou de décision. Eh bien, Parce que le député européen a un mandat Oui, supranational. bien sûr. Mais, absolument. mais il pourrait s'exprimer là-dessus. Mais la question, oui, c'est vrai. Mathilde Panot l'a fait. C'est vrai. Même si une résolution de l'Assemblée nationale française, par exemple, n'a pas de possibilité d'être exécutée par le pouvoir exécutif français. La question est là. Cela a été dit. C'est une décision, une condamnation morale. Cela, il faut dire, bon, quand j'ai dit tout à l'heure, bon, parler de la sévérité, je ne parle pas de sévérité, parce que la résolution qui a été prise exprime une réalité des atteintes aux droits de l'homme, des atteintes à la démocratie, aux libertés publiques. C'est tout à fait normal que des pays européens, Parlement européen, condamnent les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes à la démocratie en Algérie, les atteintes aux libertés publiques. C'est tout à fait normal. Mais pendant que le Parlement européen prend ce type de résolution, vote ce type de résolution à une majorité effectivement écrasante, il n'y a que les partis d'extrême droite, les députés d'extrême droite qui soutiennent le régime d'Alger au Parlement européen. Mais les États européens, les exécutifs européens, qu'est-ce qu'ils regardent? Je suis désolé, ils regardent la balance commerciale. Ils regardent la balance des paiements. On est dans les intérêts. C'est ça le drame. C'est la réalité des choses. Absolument, justement, c'est ça la réalité. Notamment dans cette crise géostratégique, un élément peut-être là-dessus. Sur Ou ce que vous voulez, mais peut-être sur le rôle... Tout à l'heure, il a très bien résumé, c'est que le député européen a un mandat supranational, il est dans le cadre d'une Europe unie, et bien évidemment les intérêts économiques priment, mais c'est juste pour revenir, et là j'interpelle aussi M. Salhi, parce que on ne l'a pas évoqué, c'est quand la résolution du Parlement européen qui dit, en des termes très courts, prie instamment les autorités algériennes de modifier les dispositifs du code pénal, donc c'est vraiment pratiquement une injonction, notamment les articles 95 bis et 196 bis. Ces deux articles, ils disent quoi? Est puni d'un an d'emprisonnement, etc. Alors, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage par tout moyen d'un État, d'une institution ou de tout autre organisme privé et moral, etc. Le 196 bis, et il est plus dangereux, il est puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 300 000, quiconque volontairement, alors c'est même pas la fake news, quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Et le Parlement européen demande instamment au gouvernement algérien d'amender ces deux. Et moi, je suppose que le forcing n'a pas été plus fort en demandant la suppression, carrément l'abrogation de la loi scélérate de la 87 bis. C'est par là que s'exercent tous les abus. Saïd Salhi avec nous. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de cette semaine dernière, c'était le 3 mai, donc quelques jours après le 11 mai, il y a cette résolution. Le 3 mai, c'est cette journée de la presse, mais de la liberté de la presse, permettre aux journalistes de travailler dans les meilleures conditions dans chaque État. La constitution algérienne est claire dans ce sens. En tout cas, on le voit maintenant depuis plusieurs années. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, peut-être avoir un mot un peu sur cette cérémonie. Et puis, y a-t-il pas une manipulation, une tentative de récupération par le président de la République et le pouvoir algérien, notamment avec le jeu qu'il y a lieu avec RSF en 30 secondes. Donc, RSF est invité 48 heures avant, représenté par Khaled Drani. Donc, pendant ce moment-là, il y a un courrier qui est remis. Et puis, juste quelques minutes après 15 heures, voilà, le président algérien qui attaque une nouvelle fois RSF. Pour lui, ça n'a aucune importance. Voilà, avoir un peu votre avis. Est-ce qu'il y a notamment une récupération, notamment pour 2024 et puis peut-être pour l'arrivée en France d'Abdelmadjid Tebboune? Alors, à mon avis, pour ce qui s'est passé pour RSF lors de cette cérémonie-là, notamment pour notre ami Khaled, moi je pense que RSF a été dans son mandat. Il a été
dans son mandat de plaidoyer, il a été dans son mandat, bien sûr, de défense des journalistes, notamment de Khaled Drani, de Mustafa Jama et beaucoup d'autres aussi, qui sont encore, même s'ils ne sont pas en prison, ils sont poursuivis, ils sont sous contrôle judiciaire. Donc pour RSF, il a saisi cette occasion pour faire ce plaidoyer, pour interpeller. De toute façon, il faut quand même dire, dans toute la salle, parmi les centaines de journalistes qui ont été dans cette salle-là, le seul qui a parlé du cas de la presse en Algérie, c'est bien Khaled Drani, c'est bien cette lettre-là. Donc pour moi, bon, au-delà bien sûr des calculs politiques, bien sûr chacun pourra faire sa lecture, pourra faire un peu son analyse, mais quand on est dans une ONG, l'ONG saisit toutes les opportunités, toutes les possibilités pour faire avancer le droit, notamment le plaidoyer, le lobbying, la défense, voilà. Donc, alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, il y a déjà le rapport des RSF. Dans ce rapport-là, là, il a été sans complaisance par rapport à l'Algérie, par rapport au gouvernement, par rapport au classement, et même par rapport, il faut quand même dire, dans ce rapport-là, l'Algérie a perdu 2 points par rapport à 2022. Donc, et dans ce rapport-là, bon, les faits ont été dits par rapport à la situation. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui se profond vraiment dans des contradictions, dans des jeux claniques, dans des sournoiseries, des fourberies, que tout le monde a découvert. D'ailleurs, voilà, on a vu comment il a reçu Khaled Drani, représentant du RSF. Juste quelques temps après, il organise une conférence parallèle pour se démarquer. Bon, beaucoup en fait des analyses. Est-ce que vraiment le président avait cette volonté d'abord de recevoir le représentant de RSF, d'écouter les doléances de RSF, ou carrément il a été obligé, il a été contraint de le faire? On ne le sait pas. Bon, ça, c'est les enjeux et les jeux des clans internes du pouvoir, mais je pense que RSF a fait son travail. Il a tenu à témoin, que ce soit l'opinion internationale, et même il a pris à témoin aussi, voilà, y compris voilà, les ONG internationales, et je pense que ça, c'est un point qui a été marqué pas en faveur, je dirais, c'est-à-dire du côté du pouvoir qui est vraiment mis face à ces contradictions, qui a été vraiment mis à nu, même par rapport à ses engagements. Je reviens à vous. Cette duplicité, voir voilà cet engagement, et puis on recule juste à quelques moments après. Voilà. Maintenant, je pense que cette résolution a repris aussi les choses, parce que bon, cette résolution, il faut dire que même qu'il est venu juste quelques temps après la Journée mondiale des droits de la liberté de la presse. Il a mis comme focus la question de la liberté d'expression et la liberté de la presse, notamment les journalistes, pas seulement Ihsan Qadi, mais aussi Mustafa Ben Jama et Abdou Smar. Donc, les 3 journalistes qui ont été cités dans cette résolution. Merci. Je dirais, la balle est toujours dans le camp du pouvoir. La balle est toujours dans le camp du pouvoir. Je reviens à vous. Qui est toujours dans ses contradictions. Je reviens à vous, cher Saïd Salhi. Oui. Brahim Younsi et Dier Nouron pour commencer. Je suis en désaccord moi, avec M. Salhi quand il dit ouvertement comme ça que RSF et le Parlement européen en faisant le parallèle. Non, le RSF est une organisation corporatiste qui défend les droits des journalistes là où ils se trouvent, à la liberté d'expression, à la liberté d'enquêter, etc., etc. Là, je suis entièrement d'accord. Au sujet du Parlement européen, je suis désolé, c'est une déclaration qui est éminemment politique. Donc, c'est 2 espaces et 2 segments qui ne peuvent pas être mis au même niveau. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand vous dites... M. Khaled Drani a sûrement été dans son rôle de plaidoyer. Vous avez dû faire des plaidoyers dans votre carrière de défenseur des droits de l'homme. Le déployer, comme on dit, je perds mes mots. Le plaidoyer a été fait suivant les normes, j'ai pas de souci. Comme vous devez le savoir, il s'agissait de la présidence de la République. Je suis intimement convaincu que le directeur de la communication de la présidente de la République a eu un entretien avec Khaled Drani, c'est une hypothèse, en disant voilà comment ça va se passer. Tu vas remettre la lettre, voilà ce qui va être dit, voilà ce qui va être dit, voilà ce qui va être dit. Ça a été un deal probablement. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous le savez très bien. Donc à partir de ce moment-là, le président, le chef de l'État a fait une conférence de presse où il vire à 180 degrés. Moi, je pense que RSF a fait preuve de crédulité. Ça, c'est le premier élément. Le pouvoir et le système, en règle générale, vous ouvrent les bras pour mieux vous exécuter. Comme dirait l'autre,
a trop embrassé, mal étreint. C'est cette question-là qui doit être posée. Et moi, la question que je pose à RSF, au-delà de la personnalité de M. Draghni, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, c'est pourquoi RSF ne rend pas la lettre d'intention publique? Et s'il vous plaît, quand vous reprenez la parole, j'aimerais bien que vous me disiez, la différence que vous faites entre la lettre et le rapport de RSF. C'est deux choses différentes. Le rapport d'RSF a dû être cadré dans le sens général, qui a tous les pays, le Maroc a perdu des places. Il faut dire aussi, et il faut le dire aujourd'hui, que le Maroc a été interpellé l'année dernière sur les violations des droits de l'homme. D'accord? Donc c'est toutes ces questions qu'il faut aborder de manière globale, certes, mais concernant l'Algérie, moi je suppose, et c'est dommage que l'appel de M. Hassan El-Qadi ne soit pas, c'est un enjeu majeur. Je comprends la discrétion qui se fait autour, mais à un moment donné, il faut que ça soit rendu public. Brahim Younsi, vous pouvez réagir effectivement. Est-ce que RSF a été dans ce rôle? Est-ce que RSF a été peut-être manipulé? Ou est-ce que c'est peut-être pas le président aussi là qui passe, j'ai pas le mot, mais par un guignol, mais qui manque de crédibilité et puis est-ce qu'il derrière, il n'y a pas de la récupération par le chef d'État algérien? Il a essayé de récupérer. Il avait l'opportunité et l'occasion. Il avait tout fait pour récupérer et comme vous dites souvent, et par derrière, il a été dans la manœuvre de bout en bout. Absolument. Le système a été dans la manœuvre de bout en bout. Tout à fait. Ceci dit, il était dans le rôle du représentant de RSF en Algérie, d'approcher les autorités publiques pour leur communiquer une lettre. Et c'est vrai que cette lettre n'a pas été publiée, n'a pas été rendue publique. Nous voudrions savoir le contenu de la lettre. Je crois que le représentant... C'est pas un secret défense non plus. Non, certainement pas. Nous voudrions savoir ce qu'il y a dans cette lettre parce que le représentant de RSF en Afrique du Nord ou au Maghreb a été très succinct, très sommaire dans sa présentation. Il a été très diplomatique. Très public. Mais ce qui me semble extrêmement important, quant à moi, sur la résolution du Parlement européen, c'est que elle a axé fondamentalement, essentiellement, sa résolution sur la presse. Elle a bien sûr parlé des droits, des libertés publiques de façon générale, mais essentiellement de la presse. Parce que la presse, qu'on le veuille ou non, ou la démocratie, ne peut survivre sans presse. Sans démocratie aussi. Non, la démocratie ne peut pas survivre sans la presse. On est d'accord. C'est la presse qui nourrit la démocratie. C'est cela, ce point est extrêmement important. Et nous-mêmes, nous devons défendre la presse multiple, la presse pluraliste, et c'est à cette presse démocratique à laquelle on s'attaque. C'est dire que cette résolution a bien ciblé l'enjeu que les Algériens sont en train de comprendre. Quand je dis les Algériens, la population algérienne est en train de comprendre qu'il y a un enjeu démocratique avec l'enjeu de la presse, avec la répression que subit la presse aujourd'hui en Algérie. Alors, d'abord, on rappelle que Khaled Draghni, le 8 mai dernier, devait se rendre en Espagne, arrivé à l'aéroport, interdiction de sortie de territoire national. Donc c'est pour vous dire effectivement. Et puis ici interdiction demande à mettre un terme aux arrestations et aux détentions d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de syndicalistes. Voilà un témoignage de solidarité envers les citoyens algériens sur cette résolution. Je vous laisse peut-être échanger, et puis peut-être que Saïd Salhi souhaite peut-être vous répondre ou apporter quelques éléments. Juste pour revenir sur un point qui est, excusez-moi M. Salhi, juste un petit mot. Merci. Ce que je voulais dire sur la déclaration de Algérie 54, c'est ça? Oui. Algérie 54, où il dit en substance, là, dans un précédent article, répond à un agenda étranger visant l'Algérie, bon, ça c'est dans la doxa du pouvoir, qui s'affirme depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême, on est d'accord, comme un État pivot. Mais il ne sait pas ce que c'est un État pivot. C'est ça le problème. C'est pas un État stratège. Un État pivot, c'est quoi? C'est un État dont il faut surveiller la cohérence, son instabilité, sa fragilité. Sa fragilité, elle est définie comme étant incapable de faire face aux menaces transnationales, mauvaise gouvernance, corruption,
atteinte aux libertés et aux droits de l'homme, quotidiennement, tout ce qui concerne l'Algérie. Et on dit que c'est un État pivot qu'il faut soutenir en attendant d'une opposition crédible présentant un véritable projet, parce que si à l'effondrement de l'Algérie, c'est tout le Maghreb, c'est 120 millions de personnes qui s'effondrent. Donc l'État pivot, c'est pas à la limite, c'est une protection pour l'État algérien actuellement dans le contexte historique que nous vivons. Naïd Salhi, peut-être une réaction déjà, peut-être avec les interrogations de Didier Renouron tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dire, moi, je ne fais pas de parallèle entre RSF et le Parlement européen. C'est une ONG, une institution européenne. C'est pas le même mandat, c'est pas le même, ils sont pas au même niveau. Tout à fait d'accord. Et je ne parle pas de ça. Moi, ce que je voudrais dire, quand on est dans une ONG, moi, j'ai été dans une ONG. L'ONG, dans son mandat de plaidoyer, son premier travail, c'est déjà d'interpeller les gouvernements en place. C'est ce qui a été fait par RSF et c'est ce que souhaitent faire toutes les ONG, notamment les ONG internationales. Toutes les ONG. C'est ce que nous avons plaidé pendant des années. Nous avons à chaque fois interpellé le gouvernement à ce qu'il laisse les ONG internationales venir en Algérie, visiter l'Algérie, que ce soit la FIDH, le réseau Euromed, Human Rights Watch, Amnesty International. Nous avons toujours fait ce plaidoyer pour qu'ils puissent venir en Algérie, bien sûr rencontrer les autorités, mais aussi rencontrer les défenseurs, la société civile et les médias. Ça, malheureusement, vous avez vu que le gouvernement algérien a toujours refusé les visites de ces ONG. Mais à chaque fois qu'il y a possibilité d'interpeller le gouvernement directement, on le fait. Et moi, personnellement, j'encourage. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en 2023, il y a déjà un engagement du gouvernement algérien, bien que ce n'est pas des ONG aussi, je ne fais pas de parallèle, mais c'est toujours des opportunités de plaidoyer et de faire sinon interpeller directement le gouvernement sur ses engagements. C'est la visite des 2 rapporteurs spéciaux de l'ONU qui devaient venir en Algérie cette année-là, le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion, Clément Woul, et le rapporteur spécial sur la protection des défenseurs des droits humains, qui devaient venir en Algérie. Eh bien, ils vont venir en Algérie, ils vont rencontrer, bien sûr, ils vont demander à rencontrer le président de la République, ils vont rencontrer les institutions algériennes, mais aussi, ils vont demander à rencontrer RSF est prévu. Alors, il y a Brahim Younsi. J'essaie vraiment d'aller vite. Il nous reste 8 minutes ensemble. RSF est invité apparemment et convié en Algérie. Mais je voudrais avoir un mot avec vous sur le pouvoir. Est-ce que le président algérien, avec cette échéance électorale, avec son arrivée normalement en France, parce qu'il y a un accueil en France qui l'attend vraiment entre la diaspora, la presse libre, l'Assemblée nationale, parce qu'il doit faire un discours. Est-ce qu'il a fait de la récupération, de la manipulation? Je voudrais vraiment avoir votre mot là-dessus sur le président algérien et donc son pouvoir. Le président algérien, bien sûr que le président algérien va tenter de récupérer, va tenter de faire diversion. D'ailleurs, je vous dis, cette occasion-là, l'occasion de cette cérémonie-là, il nous a quand même permis de faire certaines lecture sur la réalité du régime algérien avec ses différents clans, avec ses différents tiraillements. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que vraiment cette visite n'a pas été imposée au président de la République? Je parle même de la visite du RSF. On voit bien les tiraillements, on voit bien sûr, tout cela, bien sûr, c'est en prévision de 2024. Donc chacun fait sa lecture, chacun de part, bien sûr, son positionnement, défenseur, militant politique, mais voilà, ça nous a permis quand même d'ouvrir cette... Brahim Younsi réagit. J'en parle de l'Est qui se prépare, d'un candidat qui se prépare, de Tebboune qui est sur la sellette, ce qui se prépare lui-même. Tout cela, on verra. Mais aussi, bien sûr, la visite de Paris. Mais moi, je dis que cette résolution-là va quand même, poser, beaucoup de questions, notamment sur la prochaine visite. Est-ce qu'il aura cette visite-là? Est-ce qu'il va y avoir la visite en Russie? Toutes ces questions-là vont se poser. Ils vont nous permettre encore de voir plus clair sur les tiraillements en interne par rapport aux différents clans du pouvoir. Le rôle des États, restez avec nous. Voilà, le régime, malgré tout ce qu'il a fait depuis 2019 jusqu'à maintenant, il n'a pas restauré. Donc voilà. Merci. Le temps passe très vite. Et puis, le pouvoir en interne. Le rôle des États aussi, notamment le président français, Brahim Younsi. Il y a un respect du temps de parole. Oui. RSF fait du beau travail. C'est indéniable. Mais elle n'a pas le droit ni la fonction de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas.
Je crois qu'il a été dénié un journaliste, Mustafa Benjema, qui est emprisonné, qui est un détenu d'opinion, un journaliste emprisonné. Le RSF ne le reconnaît pas comme journaliste. Alors, on n'a pas vu la lettre, mais Khaled Rani nous a quand même dit qu'il l'avait évoquée et qu'elle fait partie du contenu de cette lettre. Mais on ne le reconnaît pas. J'ai entendu aussi des propos, j'ai lu certains propos où il dit il n'a pas la qualification de journaliste telle que la pose RSF. Je veux dire, ce n'est pas RSF de dire qui est journaliste ou qui ne l'est pas. Et il y a beaucoup de journalistes en Algérie qui n'ont pas de carte de presse, mais néanmoins, ils sont journalistes, qu'il faut absolument défendre. Didier Ronouan, vous réagissez, puis il nous reste rapidement peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait demain? Un mot d'optimisme pour les Algériens. Avec tout ça, ils comprennent encore une fois qu'ils ont malheureusement affaire à limite à une dictature, vu ce qu'on entend encore une fois au Parlement. Oui, tout à fait. C'est sûr que cette déclaration du Parlement va rendre les Algériens, enfin ceux qui gouvernent l'Algérie, furieux. C'est une bonne chose pour l'opposition, c'est une bonne chose pour le peuple algérien qui ne se sent un peu moins seul au vu de ce qu'il vit quotidiennement, au-delà de la précarité économique qui guette tout le monde, au niveau de ses libertés, au niveau de la liberté d'association, etc., etc. Mais bon, je me dis que ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Quel est le coup d'après? Et je ne sais pas si des gens peuvent se regrouper et essayer d'influencer à travers ces députés européens qui ont voté. En 2019, Maria Arena s'était exprimée. On a l'impression que le temps passe. Ce sont des mobilisations, le travail de riposte. Est-ce que réellement ça stagne? Tout à fait. Maintenant, il faut sensibiliser les opinions publiques des pays européens. Les opinions publiques des pays européens, comment le faire, sur la base de quels fondamentaux, sur la base de quels éléments d'appréciation, pour justement qu'il y ait une solidarité autour d'abord des détenus, autour des libertés. Et c'est à travers, je pense, ces actions que l'opposition algérienne peut se réveiller et se dire on n'est pas seul. C'est une manière de leur tracer la route. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais néanmoins, il y a des divisions. Nous le constatons, hélas, tous les jours. Il faut absolument, me semble-t-il, que ceux qui se réclament de l'opposition et ceux qui ont accès à la parole, comme nous l'avons, nous, aujourd'hui, c'est plus facile à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Tout à fait. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont à l'intérieur. Je connais leurs contraintes. Bien sûr. Malheureusement pour eux. Vous avez été longtemps journaliste. Mais je parle de ceux qui disposent, grâce au pays où ils se trouvent, de la liberté de parole, de la liberté de s'exprimer et de le faire tout à fait librement. C'est que l'opposition algérienne, hélas, est émiettée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut au moins que l'on se retrouve sur les libertés publiques, sur les droits des citoyens, sur des thèmes comme cela. C'est cette thématique-là qui fait que, voilà, que l'Union européenne, le Parlement européen fait une résolution qui va de l'avant, et nous sommes encore... Je sais que vous avez un avis particulier sur les partis politiques. On a vu tout de même un peu d'espoir dernièrement. On a vu certains partis se réunir en Algérie, le RCD, Zoubida Assou, le Parti des Travailleurs. Ça peut être un pas numéro 2, un espoir. Non mais, tout commence par un premier pas. Tout pas qui est fait. Bien sûr que je suis pour la recomposition du champ politique. Je trouve qu'il y a trop de tout petits, de micro-partis d'opposition, et qui sont inefficaces, et qui sont vulnérables. La vulnérabilité vient du fait qu'ils ne représentent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'ils ne représentent pas la société. Et la société civile, elle est pire encore, comme dirait Gramsci, elle est primitive et gélatineuse. C'est dire que les choses, tout est à faire.
Merci. 10 secondes, parce que juste derrière, il y a Jamaldine Benchenouf que vous connaissez. Oui, oui. Eh ben, ce que je voulais dire, tout ce que l'on vit, c'est pas le peuple algérien qui a cherché. C'est cette mauvaise gouvernance qui nous a amené à avoir tous ces types d'interpellations récurrentes. Cependant, moi, je voudrais juste terminer que les droits de l'homme, la démocratie est consubstantielle à l'état de droit. Merci à tous les trois, Brahim Younsi, Idir Nouron, et merci à Saïd Salhi, merci infiniment. Défenseur des droits de l'homme. Alors rapidement, donc qu'est-ce qu'on a ici? El Hadi Chalabi, les déboires du militantisme. Voilà, c'est bien de parler des œuvres. Les déboires du militantisme aux éditions Instance. Les déboires du militantisme et toujours El Hadi Chalabi, l'Instance, le retour du Pied Noir, toujours Instance édition. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Demain soir, vous retrouverez Nassad Joudi et dans un instant, Monsieur Jamaldine Benchenouf.